Samedi 12 avril 2025. Excellent week-end chez vous si vous nous regardez maintenant sur la lucarne de la télévision nationale une fois encore. Bienvenue dans votre émission Génite sur le Mans. La température est normale depuis la zone économique du pays. Je vais parler donc de la préfecture de Bokeh. Merci donc de nous regarder dans cette localité où depuis déjà un certain temps, toute la Guinée donc s'est donné rendez-vous dans la localité à l'occasion de la marche de la paix et de l'unité, une fois encore, sans lequel aucun développement n'est possible. Merci donc de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Génite de ce samedi. Et puis le projet Simandou 2030, un bon vers la prospérité globale à travers son ambitieux programme de développement. Donc le contenu de ces 5 volets englobe toutes les préoccupations nationales, mais la première phase qui consiste donc l'installation des dispositifs exige un plan local, notamment dans les zones qui abritent le projet, à une meilleure organisation. C'est dans cette logique qu'une nouvelle plateforme dénommée l'UPEF voit donc à vue le jour, qui s'intitule l'Union protectoire des entreprises de forêtariat. Pour en parler, vous aurez M. Kamara Ibrahima Morsiré sur ce plateau. Il est manager en développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises, spécialiste des questions environnementales, géologue à la base et formateur dans les universités, mais également dans les institutions publiques et privées. Il est notamment directeur général du cabinet Expert GEL. Il a un master 1 en espace et milieu à l'université de Paris. Je vais parler donc de Paris Diderot. Et comme vous le savez, et une fois encore président de la dite union. Il va donc répondre à nos questions, puisque là, c'est aussi un maîtrisard du terrain. Et puis, les examens de fin d'année s'annoncent. Session 2024-2022. On aura donc le directeur général par intérim de la formation continue du personnel enseignant, M. Abdoul Badirba, va donc nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler des préparatifs, notamment les cas des fraudes, qu'est-ce qui est en tout cas cette fois-ci décidé ou qu'est-ce qui est mis en place comme stratégie pour amener notamment les enfants ou les candidats à mieux se comporter dans les différents centres d'examen qui seront donc retenus. En attendant, on aura tout de suite sur ce plateau. Merci une fois encore et surtout très bon séjour à toute l'équipe de la RTG, de la presse nationale du côté de Bokeh. Aujourd'hui, tous les projecteurs du pays sont orientés depuis quelques jours, n'est-ce pas, sur cette localité. Dans cette émission, notre invité, pour l'instant, M. Kamara Ibrahima Morsiré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Kamara, merci pour l'invitation. Certes, vous êtes à votre première fois dans cette émission. Bien sûr. Et nous avons voulu vous recevoir pour partager votre expertise, mais également les informations que vous possédez dans le cadre du projet Simandou 2040, notamment dans la localité de Foncaréa, je parle de Karaka, de Kakosa et de Mafria. Voilà que je connais un peu. Et d'ailleurs, c'est cette route qui va tout droit dans la préfecture natale de notre actuel ministre de l'information et de la communication, en l'occurrence M. Fana Souma, qui se trouve déjà depuis quelques jours déjà en compagnie du staff de mission. Je vais parler donc de M. Kamara Sambakamus à Bokeh. Voilà, si vous êtes prêt de faire, merci de nous recueillir. Comment ça se passe? Très bien, M. Kamara. Vous allez bien? Super bien. Ça se passe bien? Très bien, oui. Très bien. Est-ce que dans votre présentation, j'ai occulté quelques passages? Il est important de parler et de savoir qui vous êtes profondément sur ce plateau. Non, la présentation est parfaite. C'est exactement ça. Merci. Et le master aussi a été fait à Paris. Okay. Et à Juma, c'est la grande école des métiers d'avenir où j'ai fait le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord. Alors, déjà, un mot sur aujourd'hui l'événement qui se déroule à Bokeh. Et vous êtes aussi un citoyen guinéen, vous êtes un fils de ce pays et vous avez quand même une vision globale sur la géographie de notre pays. Et je dirais, qui parle des géologues, on n'a pas besoin aujourd'hui de dire que oui, vous êtes passé par Tamakene. Je veux parler donc de la géomine de Bokeh. Ça veut dire que vous connaissez très bien la zone. Et aujourd'hui, l'événement se déroule là, qui n'a autre que la marche de l'unité de la paix. Depuis un certain temps déjà, les citoyens organisent cette marche de la paix et de l'unité. Je veux parler donc dans la vision, effectivement, du président de la République, de voir chaque Guinéen participer effectivement au développement de ce pays,
élément de développement, c'est cette cohésion sociale qui doit donc demeurer entre les filles et fils de Yé. Donc c'est ce qui est donc compris aujourd'hui par les citoyens et la population de manière globale et se matérialise par des rencontres et des manifestations dans ce cadre. Alors, et moi je dirais que la marche de Bouquet, vraiment, c'est une bonne décision. Oui. Du moment où Bouquet, c'est une zone économique stratégique, nous le savons. Et aussi, vous l'avez dit, moi je suis passé par Bouquet, j'ai fait mes études à l'Institut de Géologie de Bouquet. Oui. Et parallèlement, j'étais aussi leader des études beaucoup plus actif à Bouquet-Ville, comme ça l'avait dit. Je connais un peu l'engouement de Bouquet. Si aujourd'hui, le mouvement qui soutient les actions de plan de la République et du CNRD oriente cette marche-là à Bouquet, je dis que c'est vraiment une très bonne chose. Et puis voilà. La cohésion, oui, bien sûr, la cohésion aujourd'hui au pays, c'est une obligation pour nous. Et vous allez essayer de poser Simandou et d'autres projets qui sont dans le pays. Mais si toutefois il n'y a pas la paix, il n'y a pas la cohésion, ça va empêcher ces financeurs de venir investir chez nous. Dans cette marche, cette politique, voilà, vous l'avez dit, les fils de Bouquet, je connais un peu monsieur. Et si ça va aller, le chef cabinet à la primature qui est à la tête de cette rencontre, autre fils de là-bas, le général Mathurin, qui sont des collaborateurs très proches, je sais pertinemment que vraiment ces gens-là, devant ce mouvement, ça va vraiment faire sortir tout Bouquet, mais également toute la Guinée. Donc moi, je salue la démarche et je le félicite. Et ça, à l'endroit de nos concitoyens qui sont loin de Bouquet, oui. Par rapport à une telle initiative après Cancan, qu'il y a Fana, Kisidou, on a vu pas mal de mouvements et de manifestations de ce genre. Oui. Alors, notamment à Zali, je peux parler des électeurs et de ma Guinée, vous avez certainement aujourd'hui un message à l'endroit de cette jeunesse qui est donc à l'affût de l'actualité, qui est à l'affût de ce qui se passe. Je dirais d'ailleurs que la force, n'est-ce pas, de ces manifestations, de ces rencontres d'unité, c'est en majorité gérée par la jeunesse. Est-ce que quelque part la jeunesse commence à comprendre qu'aujourd'hui que la patrie avant tout et que la paix est l'essentiel de tout? C'est pas un message de paix et un message d'endurance qu'on m'a demandé à la jeunesse. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la jeunesse, à un certain moment, on dirait un peu écartée par le senior. Avec l'arrivée du CNRD, on voit aujourd'hui pratiquement les postes de décision, les postes qui sont occupés par les jeunes. Et puis, on donne la parole aux jeunes. Moi, je suis aujourd'hui sur ce plateau, je suis très jeune. Mais voilà, et c'est grâce à la politique du CNRD aujourd'hui que nous avons ces opportunités de s'exprimer. Donc, c'est ce que moi, j'ai dit à la jeunesse guinéenne, de soutenir ces actions, mais également de suivre aussi la réalité du pays. Parce que, il faut noter qu'à un certain moment, la jeunesse guinéenne, en fait, se sous-estime. Quand il y a des débats d'intérêt national, il y a des débats d'intérêt régional et communautaire, prennent aussi d'autres d'analyser et réfléchir afin d'apporter notre part de contribution pour le développement de la Guinée. On ne parle pas là seulement pour danser, pour sauter, mais plutôt il est important aussi de prendre les sujets pertinents, d'analyser afin que les propositions qu'on va mettre en place qu'on soit aussi écoutés par les donneurs d'ordre. Alors, par rapport à ça, vous avez parlé effectivement de participation, mais il y a, vous avez parlé du projet Simandou qui implique pas mal d'exigences, notamment la formation, question de profil. Est-ce que la jeunesse devrait faire aujourd'hui pour être vraiment en phase de ce grand projet? Ça va être un renforcement de capacité, mais également demander aussi à l'État de mettre des dispositifs en place par rapport à ça, et de mettre des dispositifs par rapport à ça, parce que la jeunesse, oui, elle a besoin de formation, mais des structures de l'État, et peut-être qu'on va parler avec M. Hidalgo qui est là aussi dans le cadre de la formation avec lui. Aujourd'hui, si nous demandons à la jeunesse de se mettre sur ce qu'on appelle le développement personnel, parce qu'on ne part à la place d'une personne, quel que soit l'engagement de l'État, quel que soit l'engagement des institutions, mais à un certain moment, l'individu aussi a l'obligation de définir sa propre ligne, a l'obligation de définir sa propre ligne dans le cadre de son développement personnel. Donc, le peu d'argent qu'on gagne, ou les petites relations qui sont là, ou de s'orienter dans certaines démarches que nous désapprécions, et l'important est que la jeunesse aujourd'hui s'implique dans son développement, s'implique de son capacité, et également inviter aussi à l'État, les institutions d'accompagner la jeunesse dans ce sens-là.
Notre invité, c'est M. Kamara Ibrahima Morsi, manager en développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises, spécialiste des questions environnementales, géologue et formateur de profil. Vous avez en tout cas pas mal de profils. Avec Diba et Mouskieba, mes deux réalisatrices, nous avons l'autre invité déjà présent sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de M. Abdou-Gadi-Riba. Je rappelle qu'il est le directeur général par intérim de la formation continue du personnel enseignant. Avec lui, nous allons donc parler un peu des dispositifs d'examen sur les examens 2024-2025. Qui vont pas l'échapper. Monsieur Ba, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes venu en catastrophe parce que vous êtes régulier. Vous avez bien voulu être avec nous à temps et je dirais que vous êtes là aussi à temps. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Kamara. Vous avez fait vraiment ce qu'on a de Kamara. Je pense que ça, c'est vraiment une invitation qui n'était pas du tout prévue, mais bon. Si les gouvernements de venir, quand il s'agit des questions nationales, oui, on est prêt et ce que le CNRD nous a montré, ils ont demandé d'être d'abord de mettre le patriotisme en avant et d'être prêt à chaque fois que l'État, à chaque fois que les citoyens ont besoin de nous d'être vraiment prêts. Et c'est pourquoi c'était pas tout prévu, vous m'avez appelé, je n'étais pas du tout préparé à ça, mais je ne pouvais pas aussi rester parce que quand un gamin appelle, il faut le faire. Voilà, et nous étions tout à l'heure, vous avez pris le train en marche, j'espère que vous êtes déjà dans notre locomotive. Je veux dire, aujourd'hui, l'actualité, c'est à Boké, après donc les différentes cette série d'événements autour de l'unité de la paix à travers le pays, et c'est Boké qui abrite vraiment, depuis quelques jours déjà, le même exemple. Alors, en tant que citoyen pédagogue, vous connaissez parfaitement le pays, vous connaissez la sociologie, je dirais la cartographie éducative, vous la maîtrisez, vous passez partout. Alors, c'est beaucoup qui abrite aujourd'hui cette marche. Quelle est votre appréciation, quelle est votre analyse de cette initiative? Je pense que c'est une très bonne chose. Soutenir les actions du président de la République, son excellence général Mani Doumbouya. C'est une. Moi, je salue cette démarche parce que si vous voulez encourager quelqu'un à continuer ses actions, il faut vraiment adhérer, il faut soutenir ce qu'il est en train de faire de bien. Il faut vraiment soutenir aujourd'hui. Dans notre pays, vous avez vu les infrastructures qui poussent partout, que ce soit des bâtiments administratifs, que ce soit des routes, un peu partout en Guinée aujourd'hui. Quand vous prenez la capitale dans les quartiers qui n'ont jamais connu du goudron aujourd'hui, franchement, ces quartiers-là sont désenclavés et ça a créé une valeur ajoutée à ces bâtiments qui sont là parce que quand un goudron passe devant votre cou, ça crée déjà de la valeur sur votre domaine. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est tous les Guinéens, tous les citoyens qui sont en train de tirer profit de la construction de ces infrastructures. Parce que quand on parle de développement, il faut forcément développer le réseau routier. C'est extrêmement important parce que ça règle beaucoup de choses. Les personnes qui font de l'agriculture dans la localité est très éloignée. Si vous n'avez pas le moyen de, si il y a des réseaux routiers pour permettre d'acheminer vos produits dans les zones commerciales, ça va être très compliqué. Et aujourd'hui, je pense que ces routes-là sont en train de résoudre beaucoup de choses. C'est pourquoi moi, je soutiens fortement la mobilisation de toute la population. Il n'y a pas que les citoyens de Boké qui sont mobilisés à Boké. Beaucoup sont venus de deux régions et même moi, je devais y être, mais vu qu'on a des obligations, nous avons des activités que nous devons lancer à partir de projet, des activités de formation, des nouveaux enseignants, des secondaires qui ont été recrutés. Donc, et c'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement le président de la République parce que moi je dis souvent, le président général Mani Doumbouya,
c'est quelqu'un qui n'est pas ethnocentriste, il n'est pas régionaliste. Et donc, il choisit des cadres sur la base de la compétence. Et nous avons été partis sur cette base-là, c'est pas parce que nous appartenons à telle région ou même par telle ethnie, nous avons été choisis sur la base des compétences. Et c'est pourquoi moi j'invite l'ensemble des enseignants à soutenir fortement les actions de président de la République, parce que c'est quelque chose qui est visible, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'idéologie. Ce sont des faits concrets qui sont sur le terrain, qui sont visibles par toute la population. Et je pense que soutenir ces actions-là, et d'ailleurs, nous, l'ensemble des enseignants en primature, nous préparons une grande mobilisation. Et ça, je profite de cette occasion pour vous informer que nous avons mobilisé l'ensemble des enseignants sur l'ensemble du territoire national le 21 avril. Et donc, c'est un mouvement national des enseignants qui est dirigé par le ministre Paul Sidi aujourd'hui, qui assure vraiment une leadership avec tout son cabinet. Il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle dynamique au niveau du ministère de l'enseignement de l'université et sous la clairvoyance vraiment du ministre Paul Sidi, qui assure aujourd'hui tous les cadres qui ont vraiment adhéré à la vision du président et qui est vraiment accompagné par des grands techniciens. Je parle là du secrétaire général Dr Youssouf Boundou et le chef de cabinet, le chef de cabinet M. Abbas, donc qui aujourd'hui sont le Dr Abbas, qui sont vraiment à pied d'œuvre pour mobiliser l'ensemble des cadres, non seulement de l'EPIA, mais aussi l'ensemble des enseignants pour soutenir massivement les actions du président de la République. Et ça, c'est prévu le 21 avril 2025. Et pour la zone spéciale de la crise, c'est auprès du peuple. Et pour donc les enseignants viendront de partout, en fait. Les enseignants de Conakry, les enseignants vont faire simultanément sur l'ensemble du territoire national. Okay. Et dans les régions, la mobilisation se fera en région, mais pour la zone spéciale de Conakry, le rendez-vous est invité, le rendez-vous est pris pour le palais du peuple. Et là, franchement, il y aura un grand engouement parce que nous avons eu beaucoup de surprises et on ne va pas dévoiler ces trucs. Et il y aura beaucoup d'invités qui viendront et on est aujourd'hui en train d'être accompagné par c'est le lieu pour aussi d'appeler des sponsors parce que c'est important pour une mobilisation pour une grande mobilisation des enseignants où pour réunir plus de 10 000 personnes pour parler du peuple. Je pense que c'est un bon endroit pour c'est un espace approprié pour les entreprises et les sociétés de faire une très bonne communication. Et surtout qu'aujourd'hui, le président de la République, partout on parle du général Mamadou Doumbouya, comme j'ai entendu quelqu'un dire que le général Mamadou Doumbouya c'est une bonne marchandise. Et je pense que c'est le lieu pour... C'est une bonne marchandise vendable. Vendable, voilà. Et qui est déjà acheté par toute la population guinéenne. Et aujourd'hui, nous attendons ces entreprises pour pouvoir vraiment explorer cette marchandise pour pouvoir de quelle mesure ils programment. Est-ce que c'est une marchandise vendable? Oui, d'accord, mais est-ce que c'est une marchandise consommable? Elle est très marchandise vendable consommable. Mais aujourd'hui, regardez, elle est très commerciale parce que vous avez vu aujourd'hui, la fondation, c'est une réalité. Quand moi je vois des vidéos, quand je vois les faits de détresse que nos jeunes qui n'avaient pas du tout espoir dans ce pays-là, qui partaient, voilà, donc des personnes qui avaient quitté, qui avaient fui le pays parce qu'ils n'avaient pas d'espoir, ils ont parti, ils sont en Algérie, ils sont en Égypte, en Libye, donc pour tenter d'aller pour trouver aux États-Unis ou bien en Europe. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont compris qu'il y a un développement qui est amorcé en Guinée, surtout avec la vision du Simon 2040. Donc, je pense que ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont vu ces actions-là, ils ont vu la réalité parce qu'ils ont leurs parents qui sont là, leurs amis qui sont là, qui sont en train de raconter ce qui se passe en Guinée. Ils ont décidé d'intégrer le gouvernement pour leur dire
chercher, nous préférons retourner vers notre pays parce qu'il y a des opportunités de trouver de l'emploi que de mourir sur le désert ici. Parfois, on n'a même pas de droit à boire et au prix de leur vie ou sur la Méditerranée. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là et ces appels-là, parfois, ils font des vidéos, ils le postent sur les réseaux sociaux et je pense que le président de la République a une oreille attentive. Il est très sensible à la situation des Guinéens à l'étranger. Et c'est pourquoi, dès que ces jeunes-là postent sur les réseaux sociaux et aussi ils dépassent des avions pour aller les chercher et les ramener dans notre pays. C'est pourquoi moi, je suis convaincu que le général Madi Doumbouya, ce n'est pas une émission politique, mais je pense qu'à mon humble avis, que c'est la solution pour la Guinée et il a la forte conviction. Moi, la première fois que j'ai rencontré, c'était le 20 septembre 2021. C'était juste 2 semaines après la prise du pouvoir. Quand il a convoqué l'ensemble des fondateurs des écoles privées, moi j'étais là en tant que fondateur des écoles privées et en tant que président de l'association des jeunes fondateurs des écoles privées de Guinée, j'ai pris la parole, c'était au palais du peuple. Et dans mon discours, les plaidoiries que j'ai eu à faire en ce qui concerne la création pour la dynamisation du décision de charge de l'enseignement privé, qui était notre interlocuteur direct au niveau du ministère de l'enseignement universitaire, la formation des formateurs, la formation des enseignants, et ça fait partie des plaidoyers que nous avons eu à faire ce jour-là. Et il nous avait promis ce jour-là, et il a dit, dès qu'on va mettre en place le gouvernement, ce sont des dispositions qui vont être prises. Et ça a été le cas. Et que le ministre a été nommé au niveau de l'enseignement universitaire, tous ces points-là, moi, si c'était un miracle pour moi, je les ai vus réalisés aussi. C'est pour vous dire combien de fois que le général, c'est quelqu'un, et je pense qu'il respecte sa parole. C'est quelqu'un vraiment à qui on peut faire confiance. Et c'était pas, je l'ai rencontré au moins 4 fois, mais je sais combien de fois il a une forte conviction, il a vraiment l'amour pour vraiment développer. Parce que vous avez une chose. Quand vous faites toute votre vie en Guinée, ici, vous ne pouvez pas avoir le développement, c'est bon de sortir à l'extérieur, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, quand vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, quand vous venez ici, quand vous êtes ici, non. Et sans cela, il faudrait que c'est là, accompagné par une certaine volonté. C'est ce que je vous dis. Je vous dis des choses. Quand vous partez en Europe, vous voyez les infrastructures qui sont là. Vous voyez comment est-ce que ces pays sont développés. Quand vous revenez ici, vous voyez comment votre pays est. Je vous assure, vous aurez la forte conviction de développer ce pays-là. Et ce sont des personnes qui ont passé une partie de leur vie en Occident. Parce que ça fait c'est ceux qui les ont motivés. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation du système médical, du système au niveau de l'administration, c'est une réalité. D'accord. Ça a permis même, vous avez parlé des examens, ça a permis vraiment avec la digitalisation du système des examens, du service examen, ça a permis aujourd'hui d'avoir un fichier. On peut aller parce qu'on va anticiper. Alors, on revient une fois encore sur ce plateau. J'ai comme l'impression que je suis vraiment bien gâté aujourd'hui parce que là, j'ai 2 formateurs, j'ai 2 enseignants avec des spécialités différentes et surtout, M. Kamara Morsiri également, un formateur à un autre niveau très stratégique et technique. Avec lui, on va donc en parler tout à l'heure. Je parle donc à l'entame du projet Simondou qui est devenu une exigence pour les entreprises locales et c'est ce qui a aujourd'hui motivé la mise en place de l'UPF. Qu'est-ce que c'est que l'UPF et qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a poussé de mettre en place cette plateforme? Alors, l'UPF est, comme le nom l'indique, c'est l'Union professionnelle des entreprises de fruits et gaga. Et l'Union a été mise en place officiellement le 13 février 2025. Et c'est parti lors des différentes formations que, comme le savait Tuto, c'est une pays qui est souvent dans la logique de la responsabilité sociétale et qui s'efforce de faire son mieux auprès des localités. Donc, du coup, en 2024, il y avait des séries de formations qui étaient organisées pour les entrepreneurs de l'Afrique qu'il faut les. Ces formations étaient basées sur ce qu'ils ont appelé la technique de passation de marché entre Rio et les entrepreneurs locaux, avec les multinationales, les institutions internationales, je veux dire. Et aussi la formation sur l'éducation financière, quand
comment gérer le produit d'entreprise. Aussi la formation sur la sécurité environnementale, mais également la vulgarisation de notre document, le document de référence actuellement qu'on appelle la loi de l'avantage du contenu local, on appelle la loi du contenu local. Donc après cette formation et ces formateurs nous ont conseillé, parce qu'il y avait pratiquement des soixantaines d'entreprises qui assistaient à cette formation. Quand les marchés venaient, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir mettre des concurrents entre nous? Donc pour éviter ces concurrents à l'interne, jusqu'à ce que d'autres vont venir ailleurs pour faire ramasser des marchés. Ils ont conseillé qu'il est important de mettre une structure en place qui va fédérer ces entreprises, mais également les accompagner dans les démarches administratives, mais également auprès de l'impôt pour leur régularisation. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont en Guinée et qui ne sont pas régularisées auprès de l'impôt, pendant que les multinationales exigent ces documents de l'État. Dans l'acquisition des marchés. S'ils ne le font pas, l'État aussi va les pénaliser. Maintenant, après, on a mis une commission technique en place, il a travaillé sur ça, jusqu'à le 13 juillet qu'on a fait l'annonce pour faire la sortie officielle dans un complexe de Africa qu'on appelle Bioma. Maintenant, l'union à commission, je l'ai dit, c'est pour d'abord fédérer les entrepreneurs, les groupements, les jeunes, mais également les associations formées à l'information de la préfecture de Forêt-Caria. Et à travers ces associations des entreprises, la création de valeur dans la préfecture, et aussi faciliter les opérations des entreprises et opérantes dans la préfecture de Forêt-Caria. Oui, le projet Simondo est là, mais il y a aussi des entreprises stratégiques qui sont dans la préfecture de Forêt-Caria qu'on les a approchées afin de travailler avec l'Union pour pouvoir aussi faciliter l'exécution de leurs opérations dans les localités. Vous le savez, si l'entreprise existe et qu'il n'y a pas de communication entre l'entreprise et la collectivité, entre l'entreprise et la communauté, à un certain moment, il peut y avoir des perturbations communautaires. Maintenant, et nous, on sommes mis en tant que le cordon ombilical entre ces entreprises, la collectivité et la communauté, afin que nous partons vers l'entreprise pour collecter des informations. On informe la communauté, puis la collectivité, ce que l'entreprise veut faire dans la localité. Mais également, qui aiderait les agents communautaires le plus souvent. Excellent. Parce qu'il y a ces agents communautaires qui ne jouent pas pleinement le rôle de la vie. Très bien, vous avez vu maintenant la logique que je vais partir, parce que moi je suis formateur des agents communautaires. Aujourd'hui, peut-être qu'on parlera sur ça. Maintenant, nous nous sommes dit, à travers cette démarche-là, et quand les marchés communautaires seront là, nous, les entreprises locales, si nous avons des marchés, nous savons aussi, nous connaissons réellement le besoin, les besoins de la communauté. D'abord, les besoins vont être 100% des Guinéens, en l'occurrence la communauté de base, mais aussi, s'il y a aussi une préoccupation de l'accompagnement communautaire, en tant que fils de la localité, on peut aussi mettre nos moyens à la disposition de la communauté pour pouvoir faire face à ces besoins-là. Donc, dans ce cadre-là, l'union a été mise en place. Et après notre lancement officiel, on a, je l'ai dit, on a adressé des lettres, des courriers d'information et de prise d'identité auprès des entreprises stratégiques dans toute la préfecture. Actuellement, nous avons des rencontres techniques afin que ces rencontres-là sont basées sur 3 points. Bon, le premier point, nous demande la possibilité de recrutement des entreprises en tant que partie prenante. Le plus intéressé du projet, on a le plein droit de demander comment faire le recrutement. Et aussi, le deuxième point, on demande aussi la participation du marché. Le troisième point, la possibilité de partenariat avec l'Union. C'est la rencontre que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On a fait 2 ou 3 rencontres avec Retiro, avec l'Union, d'autres entreprises qui sont vraiment, qui ont apprécié la démarche de l'Union et qui sont prêts à faire avec nous dans l'intérêt de l'intérêt, également dans l'intérêt économique de la Guinée, et particulièrement de Forêt-Caria. Ce qui veut dire que quelque part, il y a un bon retour, quoi. Oui, le retour est là parce qu'on est écouté par ces entreprises, mais aussi la chance que nous avons et nous travaillons en concert avec les collectivités. Et tout ce que nous faisons, les différents présidents des délégations spéciales de Forêt-Caria, et on les invite, nous faisons des réunions stratégiques avec elles, on les demande leurs besoins, mais aussi les autorités préfectorales. Monsieur le préfet et son équipe nous accompagnent, et surtout à chaque fois les conseils. Et nous dit, on n'est pas là pour vous accompagner dans l'animosité, faire des grèves, non. Mais tout ce qui va être parti dans le cadre de la collaboration avec des entreprises, de vous appuyer, de les appeler, vous écouter qui vont le faire. Là, ils sont en train de faire ça aujourd'hui pour nous. On parle d'entreprises locales et le plus souvent, selon mes enquêtes à Mafraya par le passé, il existait une institution qu'on appelait EACB, aujourd'hui qui est remplacée par ANAFIC, mais la plupart des entreprises qui ont eu du marché dans les communautés ont eu franchement du mal à exécuter pleinement ces contrats
pleinement les difficultés de mise en place, n'est-ce pas, de ces projets, de ces contrats. Je vais parler de la construction des écoles, des centres de santé, des ouvrages de franchissement, des marchés, etc., jusqu'à à la fête tournante initiée par les autorités d'alors, mais également après ça, c'est à l'arrivée du CNRD qu'aujourd'hui, beaucoup de ces contrats ont été revus et avec l'ANAFIC, aujourd'hui les communautés sont centrées. Alors, par le passé, parce que il y a quand même cette image qui reste encore. Alors, quel est le niveau de confiance ou de collaboration entre l'UPF et les communautés dans la localité de Koureka? Je vais parler de comme ça, il faudrait parce que nous avons quand même quelques informations par rapport à ces différentes... Mais la réalité sur la base, c'est exactement ça. Et même hier, on en parlait. Oui. Et la confiance de l'UPF auprès de la communauté aujourd'hui par rapport à ça. Et on a dit, M. Gallo, c'est ça. M. Bach vient de souligner ici aujourd'hui, c'est les jeunes qui dirigent le pays. Et quand vous allez aux États Fodécaria, la totalité des entrepreneurs qui sont là-bas, c'est les jeunes débutants, avec les multinationales qui ont le niveau et qui n'ont pas participé à ces dégâts des contrats qui se sont passés avec l'Afrique. D'ailleurs, la mise en place des millions n'a pas été facile. Parce que nous avons trouvé ces seniors-là sur le terrain qui n'ont pas voulu céder. Il a fallu des bras de faire des rencontres, des approches avec les autorités et puis les collectivités pour qu'ils acceptent et que la nouvelle génération soit sur le terrain pour gérer les affaires de l'Union. Donc ce point-là, on n'est pas là pour pouvoir dévoiler ce qui se passe, mais nous avons que ça, c'est un problème qui a existé un peu partout avec les marchés d'Anafrique. D'ailleurs, nous, PACV, oui, avec l'Anafrique. Maintenant, pendant cette grande formation qu'on a effectuée, qu'on a fait avec des experts que vous envoyez chez nous, et aussi d'autres entretiens, parce qu'il faut préciser que nous travaillons en étroite collaboration avec l'UNIPEF. L'UNIPEF, c'est l'Union des entreprises de Beila, qui ont aussi rencontré les mêmes difficultés que vous avez parlé là, et parce que là, ils ont créé une là-bas depuis les années 2000. Vous savez, c'est la zone des mines, où ils ont vite mis leur une en place. Mais il y a les mêmes difficultés là-bas aussi, parce que des fois, connexion avec Rio, les multinationales sous-estiment les entrepreneurs guinéens. Et des fois, ils prennent certaines d'autres qui n'ont pas respecté les engagements pour pouvoir brancher devant vous. Maintenant, et par rapport à ça, qu'est-ce qui a été notre mot-clé? En fait, tout entrepreneur, d'abord, qui va postuler à un marché et qui va présenter son offre à l'Union, parce que là, on va, en fait, et un entreprise de l'Union ne va pas partir pour être dans ce marché. On s'organise, on se met à Union en consortium, on fonce sur le marché. Maintenant, l'exigence est que on travaille sur l'offre en fonction de la pertinence du projet, en fonction de l'envergure du projet. Est-ce que c'est un projet qui demande 100 millions? Tu peux juste chercher à récupérer l'argent des financeurs pour pouvoir t'acheter un véhicule là-bas, pour convaincre les gens. On a dit non. Si une entreprise prend le contrat à une entreprise membre de l'Union, l'Union aussi aura son agenda pour le suivi et évaluation de ce marché-là. On ensemble. Je disais que si parce qu'on a déjà une chance au sein de l'Union, si une entreprise gagne un marché à travers l'Union, malgré que le financeur qui vous a donné ce contrat va suivre l'exécution du marché, l'Union aussi a son dispositif de suivi et évaluation du marché. Parce qu'on a des activités de l'Union indépendantes. C'est pourquoi de l'Union. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est clair, en fait, tous les marchés communautaires là-bas passeront sous le contrôle de l'Union. C'est pour éviter un peu ces désagréments qui sont passés. Et si on vous donne le marché, le financeur ou celui qui le marché va suivre, mais l'Union va suivre en étroite collaboration avec les collectivités pour que le marché soit réalisé. Et de l'autre côté, un seul marché et un membre de l'Union peut profiter pas à 5 marchés. Et une entreprise de construction qui gagne un marché, nous avons aussi des entreprises qui font le commerce général, qui vont te fournir les ciments. Ok, de l'autre côté, ils vont avoir aussi des sociétés de une entreprise membre de l'Union. Donc, vous voyez qu'avec ce groupement-là, forcément, vous serez obligé de respecter l'agenda de ce qu'on vous a confié comme marché. Très bien. Aujourd'hui, vous mettez l'UPF existe. À votre dire, il y a ces collaborations avec le communauté. Mais quelque part, vous êtes censé aussi savoir quels sont les besoins, n'est-ce pas, de ces communautés. Vous êtes à Fodécaria, je vais citer quelques sous-préfectures, par exemple, Kako Sakala
et Maria Oui. elle-même. Alors dites-nous, quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'elle traverse, n'est-ce pas, ces différentes sous-préfectures, mais quels sont les regards de ces différentes préfectures vis-à-vis du projet Simandou? Alors, et ça, vraiment, c'est une question très pertinente. Déjà, et moi qui suis là en tant qu'entrepreneur, mais également, je suis fils de ces trois sous-préfectures que vous venez de citer, dont les réalités sont là. On vit avec ces réalités-là. Et le problème que ces différentes sous-préfectures ont, c'est qu'on les appelle les petits les plus intéressés. Et les entreprises, ils font leur démarche de la responsabilité sociétale. En fait, ils font leur démarche d'accompagnement de ces communautés. Mais lui, ils ne font pas des consultations préalables. Aujourd'hui, il y a des projets de distribution des moteurs pour des pêcher là-bas. Oui, des moteurs pour pêcher là, quoi. Parce que tout simplement, et vous savez, Kabak était déjà dans l'eau avant l'arrivée du projet, depuis l'extension du port autonome de Conakry avec l'occupation des abords de Conakry qui a impacté sur le Kabak. Moi, j'étais avec sur place Kabak quand ils ont commencé l'extension du port de Conakry. Et mais ton papa, là, ce journaliste, il a dit à mon école, il dit que ce projet-là va impacter sur beaucoup des îles qui sont périphériques de Conakry. Moi, à l'époque, j'étais à l'époque, mais ça a été dit. Ça a directement impacté sur la digue des Kabak technique de 17 km. Oui, qui a complètement cédé. Je dis que dans l'eau, ça fait que les 80% des zones agricoles de Kabak est pratiquement dans l'eau. Oui. Oui. Maintenant, si toutefois qu'une entreprise a une démarche de responsabilité pour pouvoir accompagner. Oui, bien sûr, parce que Kabak qui fasse directement l'océan Atlantique. Oui. Et donc, ça veut dire que si une entreprise décide aujourd'hui d'accompagner Kabak dans cette démarche, c'est d'aller les approcher, poser les questions pour connaître leurs préoccupations, leurs besoins, comme vous l'avez dit. Mais l'entreprise, les soins ne se passent là-bas, les poissons ont fui, les pêcheurs ne pêchent pas, les agriculteurs ne cultivent pas, les femmes qui font aussi le business avec ces agriculteurs, les pêcheurs là, parce que comme ça se passe, il y a des femmes qui sont là, qui préfèrent ces pêcheurs, qui vont aller pêcher, et quand ils viennent, ils donnent les poissons à ces femmes là qui font sur leur business, donnent l'argent aux pêcheurs. Toutes ces personnes-là sont tout ça, c'est la pas de business. Maintenant, si on veut mettre une politique d'accompagnement en place, il faut les approcher pour les écouter. Maintenant, c'est ce qui ne se passe pas comme normal. Bon, Kakosa, d'ailleurs, Kakosa, avant une consultation jusqu'à nos jours, il n'y a pas quand même eu d'accompagnement du niveau de Kakosa. Et Kakosa et Kabak sont des îles jumelles. Donc, l'impact qu'il y a sur Kakosa, c'est le même impact qu'il y a aussi sur Kabak. Maintenant, il y a tellement de problèmes qui sont liés à ça qui fait qu'aujourd'hui, quand vous tendez le micro à ces collectivités-là, seront mieux placés encore pour développer ces problématiques qui fait qu'aujourd'hui, les projets, que ce soit les projets Simandou ou des projets qui évoluent aux abords de l'Atlantique, du niveau des Kabak ou des Kakosa, on a fait dans les approches pour connaître vraiment leurs besoins afin de les accompagner dans la logique de leurs propres besoins. Vous, en tant que responsable de l'UF, en tant que fils de la localité, si on vous demandait, s'il est question de savoir aujourd'hui les préoccupations de ces communautés-là, quelles sont ces préoccupations? Alors, la plupart des Kabak, c'est de faire d'abord la digue de 17 km. C'est ça leur besoin réel. Kabak, à nous de la Guinée. Avant, peut-être que si vous fréquentez ici les marchés des Conakry, on disait Kabak, Barbaye, Kabak, Mali, ça se dit, on va plus ça. Les pastèques, hein? Même les pastèques, voilà, les gombos et autres. Actuellement, il n'y a plus ça. Donc aujourd'hui, Kabak n'a besoin, son besoin réel aujourd'hui, c'est la digue de Kabak, 17 km². C'est ce qu'il demande aujourd'hui. De l'autre côté, peut-être que vous entendez parler de Madagascar, où il y a voilà, un port profond. Ce projet, le port là, était prévu par Madagascar. Il y a une base maritime là. Oui, c'est ce que je dis. Un port là-bas, mais ce projet même, le projet pour Winning Rio, a été pour la première fois projeté vers là-bas. Peut-être après, quand ils ont réaménagé encore les études qui sont venues par là. Il y a un côté aussi qu'on appelle le Rougny, où ces gens-là, qui a besoin de pistes rurales pour pouvoir, à travers ces gens-là, ça peut aussi nourrir le Kabak. Mais j'avoue qu'avec la proximité des Kabak qu'on a créé, les jeunes sont tous à Conakry. Et d'autres sont partis étouffer le projet à Senghel au port du Mouraya parce qu'ils n'ont rien à faire. Et il n'y a pas d'activité agricole, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'activité. Ils sont tous venus étouffer le projet Simandou. Quand on sait qu'après cette phase de construction, le président est connu parce que l'ancien ministre l'avait dit ici, après la phase de construction, et 95% vont partir en chômage. Et comment on va les utiliser?
faut on va les orienter. Nous, aujourd'hui, c'est ce qui fait partie aussi, c'est un point clé de l'Union. Comment orienter ces jeunes-là pour ne pas qu'ils soient vraiment des charges et pour l'État et pour les collectivités de la propre qui devrait. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces jeunes? Vous n'êtes pas loin. Aujourd'hui, on travaille sur un projet. Le projet est complètement terminé. D'ailleurs, les boss seront présentés le 15 le mardi prochain à Rio Tinto. Un projet de sensibilisation sur en fait, l'impact du projet et du projet mini sur les activités agricoles. En fait, on a commencé par un projet de sensibilisation. On va passer par les collectivités, les sous-préfets les plus impactés pour faire comprendre à la population. Simone ne peut pas faire. N'abandonnez pas les activités agricoles au profit des Simone pendant qu'après la phase de construction. Parce que nous sommes dans la phase de construction. Avant la phase d'exploration. La phase d'exploration va commencer, on aura besoin de peu de personnes. Tout à fait. Maintenant, comment est-ce qu'il faut, parce que ce projet-là va... On a besoin de profils spécifiques. Voilà. Spécifiques. Là, ce sont des informations qui ne sont pas partagées aujourd'hui auprès du village ou les sous-préfectures de Fouré-Caria. Maintenant, nous, en tant qu'union, sur ce projet-là, on a fini d'élaborer un projet parce qu'on a des projets auprès du Rio, Wheeling et autres, pour pouvoir même le ministre de l'Agriculture afin de nous accompagner pour faire sensibiliser la population sur ces démarches-là, pour les faire comprendre que n'abandonnez pas vos activités ancestrales au profit du projet Simandou, pendant que après cette constitution-là, même actuellement, les stars, on les doit ne fait pas vraiment leur affaire. Maintenant, il faut les alerter et aussi essayer de créer des groupements, des associations, d'économie. Parce que j'avoue que toutes les activités qui sont opérées dans les zones. Aujourd'hui, non. L'agriculture, la pêche et l'élevage. J'ai dit, si on a fait une rencontre avec Rio, ça fait pas 2 semaines, où il a apporté un bon plan d'accompagnement de ces groupements pour pouvoir bénéficier indirectement à travers leur production agricole, leur production des éleveurs et autres là, pour pouvoir en fait, être des fournisseurs du projet. Oui. Donc, vous n'êtes pas forcément là pour travailler pour le projet, mais plutôt vous pouvez aussi être partenaire avec le projet à travers des activités que vous allez faire. Donc, on est mieux placé aujourd'hui de faire cette sensibilisation parce que ce sont des parents, ce sont des connaissances, ce sont des proches collaborateurs pour les expliquer concrètement ce qu'il faut pour ne pas que se laisse déléguer par le projet Simandou. Pour ne pas se laisse déléguer, en tout cas par le projet Simandou, et cela demande aussi des volontés personnelles, un engagement personnel des uns et des autres, quelles que soient les stratégies ou en tout cas les initiatives que vous prendrez. Si les communautés n'adhèrent pas à cela finalement, j'espère que votre effort sera voué à l'échec, chose il faudrait quand même, chose qui n'est pas faite. Je vous dis, déjà, je vous ai dit, moi je suis formateur. Aujourd'hui, quand vous allez à Fouré-Caria, un pourcentage important de jeunes qui travaillent dans ce projet sont formés par moi, par mon entreprise. Parce que j'ai une entreprise qui évolue pratiquement dans 4 domaines. Je fais le management minier, je fais tout ce qui est lié, j'élabore le projet diable pour les entreprises, je fais des démarches administratives pour les entreprises auprès de l'État, mais également je fais tout ce qui est lié aux études d'impact environnemental, la sensibilisation sur la compensation de la biodiversité, la logistique, transport et la formation. Donc c'est mon entreprise qui a formé pas mal de jeunes sur ce que vous appelez les relations communautaires, qui travaillent pour les entreprises, mais quand on est venu, on a fait une mise à jour. Venez, on va vous former, vous allez savoir votre rôle. Ce n'est pas seulement pour prendre le salaire. Oui, quand une entreprise recrute un employé, la première mission d'abord, c'est de faire passer la politique de l'entreprise. Mais en tant que l'agent communautaire, vous avez aussi la question de l'indemnité pour aussi apporter les besoins de votre communauté auprès de l'entreprise. Donc, ces jeunes ont été formés par nous. Ces jeunes des relations, des agents de la santé et sécurité environnementale, et ce check sont là et 90% ont été formés par moi. Donc, ce sont les femmes, ce sont les jeunes qui ont été à Conakry, à Foucault, un peu partout, qui nous écoutent aujourd'hui et qui croient. D'ailleurs, moi, pour être président de l'Union, c'est pas venu comme ça, à travers pas mal des actions qu'on a mises en place auprès de l'État et des collectivités, auprès des autorités, auprès des jeunes qui ont dit qu'ils étaient mieux placés pour pouvoir pour encore continuer à s'investir auprès d'eux pour leur orientation. Très bien. Monsieur Camara Ibrahima Morsiré, en tout cas sur ce plateau, qui est donc le président de l'UPF, mais également il a plusieurs cordes à son arc, il a mené pas mal d'actions. Dans cette émission sur Colombie, on va parler un peu d'éducation. C'est que je suis une prof, si on s'intéresse un peu à l'enseignement préuniversitaire, je veux parler donc des examens nationaux. C'est pour très bientôt. Et d'ailleurs, quelqu'un nous a enseigné que la rentrée scolaire
qui nous enseigne que les examens se préparent le premier jour, n'est-ce pas, de la rentrée scolaire. Alors, session 2024-2025, et on a connu en tout cas un moment ici où il y a eu beaucoup de spéculations sur la façon dont les examens, n'est-ce pas, se gérés. Il y avait le cas des traumatismes, l'intimidation autour de l'organisation des examens. Mais l'année dernière, on a connu toute une autre forme. Cela ne nous a pas en tout cas empêché également de mettre main sur, n'est-ce pas, des encadreurs ou enseignants qui se sont laissés aller par la légèreté, mais également d'autres apprenants ou d'autres candidats qui se sont effectivement avérés dans la fraude. On a vu l'ensemble de ces cas. Alors, à l'issue, n'est-ce pas, de les constats, est-ce qu'il faut faire un peu de rétrospective par rapport effectivement à ce qui n'a pas marché l'année dernière et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour mieux préparer également cette session? Merci beaucoup. En fait, avant d'aborder la question sur liée aux examens, permettez-moi de répondre un peu sur l'intervention de M. Camara. C'est vraiment un Camara. Je pense que il a demandé à ce que la population locale ne laisse pas les pratiques ancestrales, les habitudes du programme Simandou, au risque d'être au sommet après le projet. Donc, je pense qu'il faut faire la différence entre le programme Simandou et le projet minier. Je ne suis pas très spécialiste du programme Simandou, mais je pense que peut-être vous aurez l'occasion d'inviter les spécialistes pour expliquer clairement le programme Simandou. Je pense que le programme Simandou intègre ces dimensions dont tu parles. Ça parle de l'éducation, ça parle de l'agriculture. Donc, la vision est déjà développée pour ne pas que la phase construction, après la phase construction, que les gens restent au chômage. Je pense que c'est pris en compte dans le programme, dans la vision du programme Simandou 2040. Donc, c'est important de consulter les spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que pour notre réunion, les 5 volets effectivement du programme Simandou, parce que le projet c'est le programme, c'est-à-dire les retombées vont être exécutées dans 7 volets qui regroupent l'ensemble des préoccupations nationales. Je vais parler donc du premier volet qui est l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, parce que qui parle de l'agriculture forcément parle de ce qu'on appelle de consommation, et la consommation, il y aura ce qu'on appelle ici l'interface, le volet commercial. Donc, non seulement on tend vers l'autosuffisance alimentaire, mais la commercialisation de nos produits à l'échelle internationale pour engranger des devises. Franchement, il y aura ce qu'on appelle l'éducation, la culture, comme deuxième volet. Il y a également les infrastructures, transport et technologie. D'ailleurs, pour parler d'infrastructures, on a assisté ces jours précédents la cérémonie de signature des contrats de la construction des infrastructures routières. Je dirais d'ailleurs que ça a commencé. Ce volet-là est déjà amorcé, n'est-ce pas, aujourd'hui, en cette phase, parce que le volet de construction des routes Mamou, Frana, Mamou, Labé et Mamou, Labé, Bokeh et Bokeh Gawal. Aujourd'hui, quand ici, ces contrats-là ont été signés, on a assisté à la signature des cérémonies de signature, on a vu ça, on a ces échos-là. Au-delà de tout ce que vous avez donné comme information par rapport à tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans le cadre du désenclavement en termes de route, n'est-ce pas, de nos communes urbaines. Le volet sensibilisation, comme il a si bien dit, oui, aujourd'hui avec le contenu local, si vous avez remarqué, la plupart des entreprises sont signées ces contrats justement pour réaliser la route Mamou, Labé, Mamou, Farana. Je pense que ce sont des entreprises guinéennes. Effectivement, de ces projets-là. Donc ça, c'est pour dire combien de fois les projets, si on les met à la disposition des entreprises guinéennes, ça contribue aussi au développement d'une manière ou d'une autre. À l'emploi. C'est important de faire sensibilisation, c'est important de former les jeunes, oui. Mais je pense que dans le programme Simandou 2040, tout ce qui est aspect agricole, c'est pris en compte. Donc, et ça, il n'y a pas de risque pour les populations. Quelques précisions, il voulait apporter.
vous avez étudié le terme risque. Il y a le risque partout. Oui, mais non, pas de ça. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes des petits pénales aussi les plus intéressés. Et personne n'ignore aujourd'hui la démarche de l'État et le Sénat également le général Mamadi Doumbouya pour la mise en place de ce projet. On a appris à l'université, c'était de rêve. Mais si toutefois que le gouvernement a mis tout en place pour que ce projet se réalise aujourd'hui, de l'autre côté, nous les autres parties prenantes, chacun doit s'investir à sa manière pour la réussite du projet. Donc nous, Forécaria, on a un peu étudié ce qui s'est passé à Boki. Ça grève un peu partout, des fois ça vit. Et Bofa, on connaît le cas de Bofa, et quand les autres sont énervés, ça sort de la rue. Si la même chose pour Forécaria, veut faire l'élection par rapport à ça. Et puis que le projet a commencé à Forécaria, demander, il n'y a jamais eu d'abord communautaire, il n'y a pas de grève communautaire. Peut-être que les grèves qui se passent là-bas, ce sont les parties à l'interne, ça veut dire les salariés qui s'aident, des fois ça ne va pas entre les employés et puis les employeurs. Maintenant, après, dès qu'il y a un problème aussi, la collectivité se lève rapidement avec les autorités pour aller étouffer, pour ne pas que ça salit l'image de la communauté. Donc il y a cette démarche-là. Maintenant, nous sommes là-bas, on s'efforce de mettre ces politiques-là en place, des politiques qu'on appelle collaboratives, envoyer ces entrepreneurs-là, de nous écouter, également partir vers la communauté, de les sensibiliser pour qu'ils se mettent à travailler sans aussi, pas trop 100% sur le projet. Moi, je pense que la démarche sera saluée par tous les gens du projet. Le programme prévu par l'État au chemin de ce projet Simandou peut demeurer effectivement. Mais n'oubliez pas que les plaines cultivables, par exemple, appartiennent à des communautés, appartiennent à des individus. Si et seulement si on abandonne effectivement ces plaines ou ces zones cultivables, ou on les utilise à d'autres fins, pendant cette phase parallèle de construction, au moment où l'État aura le temps de dérouler son programme agricole en termes de soutien et de financement de zones agricoles, ça trouvera que ces zones-là sont déjà avec ces démarches de continuer à sensibiliser la population et au souci des entreprises de tenir compte des préoccupations de la population. Je suis entièrement d'accord d'aménager ces terres qui sont parfois inondées, d'accord, d'aménager pour que ça puisse être possible. Je pense que c'est pas qu'on attend la phase de construction. À mon avis, ça se fait simultanément. La culture de l'éducation, dans tous ces volets dont vous venez de citer, c'est fait on est en train de faire d'abord la constitution, alors on va entamer la phase. C'est déjà amorcé. Et je pense que il faut rassurer la population de Forécaria. Moi, je tiens à rassurer la population de Forécaria que le programme Simandou ne va pas du tout impacter après la phase de construction parce que ce sont des activités qui se déroulent. Et c'est important que l'État vous accompagne dans le cadre de la sensibilisation de la population, aussi pour la formation des jeunes, parce que c'est important. Nous, c'est notre domaine, c'est notre vocation. Aujourd'hui, à travers un programme à travers une approche que nous sommes en train de développer au niveau du ministère de l'enseignement privé, à travers l'accompagnement de la CIZ, notamment sur la formation avec l'approche de préparation à la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous avons formé des enseignants, nous avons formé des formateurs qui ont formé des enseignants dans les 3 régions, Mamou, Kinda et Conakry, d'accord, sur toutes les zones qui sont traversées par le corridor du programme Simandou. Donc, ils ont été formés pour que les enfants, les élèves des bas âge, qu'on puisse amener des professionnels qui vont les expliquer leur métier, pour les inciter éventuellement à s'orienter vers ces métiers. Ça, c'est une approche qui va vraiment, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes Guinéens, ils veulent aller à l'université, vers la sociologie, les sciences, l'histoire, et laisser les branches des branches techniques, vous comprenez, les métiers qui vont vraiment les permettre d'avoir un emploi décent.
c'est pourquoi nous on introduit cette approche-là. Parce que si on ne prend pas garde, il va de soi, comme ce que le professeur Bano a dit, qu'aujourd'hui, la plupart des institutions, ce sont en Guinée, ce sont les étrangers qui les occupent, ce sont les Sénégalais, les Béninois. Si on ne fait pas attention, finalement, nous, on sera domestiqués parce que c'est eux qui vont venir s'enrichir chez nous, ils vont prendre nos belles femmes et après, on va se fâcher. Je suis d'accord avec vous. Je peux assurer que toutes nos démarches-là se passent sous le contrôle des autorités préfectorales. Donc, nous sommes dans la logique des différentes dimensions ou des aspects du projet de ciment de Nkara. Voilà, donc ça veut dire que c'est important que la population soit rassurée que le projet Simano Vision 2040 ne va pas impacter, en tout cas, ne va pas en tout cas mettre un frein sur le développement. Est-ce qu'on va inviter le concept dans les préparatifs des examens? Voilà, donc je pense que c'est important. Et en ce qui concerne les examens, aujourd'hui, il y a une nouvelle vision, vous comprenez, au niveau du ministère de l'enseignement prioritaire, parce que le ministre Zamblessidi a dit qu'il ne veut pas attendre à la veille des examens pour que les élèves, les candidats puissent courir par-ci, par pour voir est-ce qu'ils sont inscrits sur la liste ou ils ne sont pas inscrits. Et avant, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment des cassettes pour les candidats. C'est pourquoi, à travers la digitalisation du service examen, qui a aujourd'hui bouclé toutes les institutions, et au niveau entrée en 7e, BEPC et baccalauréat aujourd'hui, les statistiques sont disponibles. Tout le monde, en tout cas, tous les candidats ont pu saisir les candidatures libres. Oui, bien sûr, les candidatures libres et les candidats normaux, tout le monde a pu vraiment saisir aujourd'hui les statistiques sont disponibles. Et il a demandé à ce que tout ce qui est intrant, pour les examens soit en tout cas mis à disposition du ministère, c'est-à-dire que les responsables de passage de matière prennent des responsabilités pour que tout ce qui est intrant soit mis à disposition du département pour qu'on puisse les examiner à temps au moins 2 mois avant la tenue des examens pour nous assurer que tous les intrants sont arrivés dans les centres pour éviter vraiment qu'il y ait parce que ça va arriver à des moments où il y a des déficits, où il y a manque de papier, il y a manque de fait d'examen. Parce que donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment extrêmement difficile à gérer. Et ça stressait beaucoup, non seulement les responsables au niveau du centre, mais aussi les candidats. Parce que quand on vous dit qu'il n'y a pas suffisamment de copies d'examen, vous voyez ce que ça fait. Psychologiquement, ça joue sur le moral même des candidats. Donc aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que vraiment les examens puissent passer dans de très bonnes conditions. Si vous prenez les examens de l'année dernière, d'habitude, nous avons des slogans de tolérance zéro, donc ça effraie les enfants. Le ministre Zamblessidi, il a dit que lui, il est pédagogue, donc il a opté sur une autre démarche. Il dit, je veux vraiment rassurer que petit enfant a peur. Imaginez les enfants et les tout petits qui font l'examen d'entrée en septième année. Vous comprenez, c'est tout petit, c'est la première fois de faire un examen. S'ils ont peur, quand ils viennent à l'examen, ils peuvent ne rien faire. Même un adulte qui a peur, tu ne peux rien faire. Pour un enfant qui a peur, il ne peut rien, il peut venir à l'examen, mais il a peur, il pense que les surveillants sont venus pour l'empêcher à les surveillants sont des monstres. Voilà, donc c'est pourquoi il a demandé à ce que nous sensibilisions sur la population, et je pense que ça a porté fruit, parce que l'année dernière, moi j'étais visité dans la préfecture de Pita. Donc la première mesure qu'on a à prendre, c'est d'abord aller vers la population pour les sensibiliser, tous les acteurs au niveau local, l'administration au niveau local, la collectivité et la communauté. On est parti les sensibiliser pour les rassurer, pour les dire que nous sommes venus, c'est pas pour empêcher vos enfants d'aller en classe supérieure, mais c'est pour vraiment les évaluer selon selon la formation qu'ils ont reçue pendant l'année scolaire. Et ça, même les sujets que nous allons choisir, ce sera conforme avec le programme et il n'y aura pas un sujet qui sera choisi hors programme. Donc, et les populations ont aussi été impliquées dans l'acheminement même des sujets au niveau des centres. Je vais vous dire une chose. Moi, j'étais à Tibimadi. Quand on a rencontré la population locale lors des sensibilisations, il y a un imam qui nous a témoigné. Il nous a dit que lui, il pensait qu'avant, que lors des examens, comme les
caisse où se trouvent les sujets, pas s'ennuyer sur le préfet. Lui, le préfet a la possibilité d'ouvrir la caisse et sortir les sujets, montrer à ses enfants qui sont dans les classes d'examen. Mais quand il est impliqué dans l'acheminement des sujets dans les centres, il a compris qu'il fallait quatre clés. Il y a 4 candidats sur la caisse. Donc, il fallait 4 personnes. Le préfet a une clé, le commandant de la gendarmerie de la préfecture a une clé, le président de la communauté de la collectivité locale a une clé, donc lui-même était le président de la collectivité. Il a représenté le président de la collectivité. Et la GP aussi a une clé. Donc, il faut que les 4 personnes-là se réunissent pour pouvoir ouvrir la caisse et sortir les sujets pour les dessiner dans les différents endroits. Donc, il a compris que le processus est vraiment transparent. Donc, c'est pour vous dire combien de fois il est important que, comme je vous dis, des efforts sensibilisés, mais aussi d'impliquer la communauté dans la gestion du processus, et c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont adhérer et il n'y aura pas vraiment. Oui, mais malgré cette stratégie, effectivement, ça a été bénéfique au niveau, par exemple, des candidats, parce que là, il n'y a pas eu de cas d'intimidation, il n'y a pas eu de cas de démoralisation ou de peur psychologique, mais il y a eu quand même des cas de fraude qui ont été enregistrés par endroit, notamment au niveau des surveillants, mais également des candidats. Alors, pourquoi cela et qu'est-ce qui est fait pour pouvoir éviter de tels cas vraiment en cette session 2024-2025? Je vais vous dire une chose, il n'y a jamais un examen avec zéro fraude. Non, il n'y a jamais un examen ou une évaluation sans fraude. Le problème, c'est quand la fraude elle est systémique ou bien elle est généralisée. C'est ça le problème. Et depuis l'avènement du CNRD, depuis le 5 septembre 2021, vous pouvez aller vérifier partout, il n'y a pas eu de fraude systémique, il n'y a pas eu de fraude généralisée. Parce que nous avons réussi à organiser des examens sans fuite du sujet. Parce que l'innovation, c'était d'intégrer tous les acteurs qui sont impliqués dans le choix des sujets jusqu'à l'acheminement qui soit interné. Donc, il n'y a pas de contact entre eux et la population. Parce que d'habitude, généralement, c'est des personnes qui ont prêté des sujets via la plateforme WhatsApp. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est quand il y a fuite de sujets. C'est quand les astronomes qui sont responsables du choix des sujets vendent ces sujets-là à des personnes qui veulent frauder. Vous comprenez? Il n'y a jamais eu ça. D'accord? Maintenant, si on lance le sujet en classe, si on lance le sujet dans la salle de classe, et que certains, vous savez, certains surveillants qui sont mal intentionnés, ou bien parce que le téléphone était dans les salles. Donc, qui laisse passer la sortie dehors, et je pense que même si ces sujets-là sont traités dehors, il y a peu de sens que ces sujets-là, puisque c'est traité les sujets-là puissent entrer dans le centre, parce que toutes les dispositions sont prises pour empêcher cela. Il y a une tentative de fraude. Il y a eu des personnes qui ont tenté, et il y a eu des personnes, et toutes les personnes ont été interpellées et mises à la disposition de la justice, ils ont été condamnés. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un grand acquis depuis l'avènement du CNRD. Il y a un grand acquis, il y a un examen avec zéro fuite de sujet. Et on est en train de prendre des dispositions pour ne pas naturellement stresser les candidats, mais aussi on est en train de sensibiliser tous les acteurs, notamment les enseignants qui sont responsables. Quand vous formez votre élève, il est important de le surveiller normalement pour que tous les enfants puissent avoir une égalité de chance pour réussir à l'examen. C'est important. Donc, on est en train de prendre des dispositions pour sensibiliser non seulement les surveillants, les enseignants, mais aussi tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus. L'année dernière, il y a eu ce qu'on appelle la proclamation partielle de sans résultat. Qu'est-ce qui est fait cette année pour pouvoir éviter ce qui a causé cet état de fait? Je n'ai pas compris. Bon, on avait programmé ça partiellement. Préfecture. Il n'y a pas eu de proclamation partielle des examens. D'accord. Ça, c'est une incompréhension
en droit, pour ceux qui ont mal compris, mais il y a eu un retard de publication des résultats pour certaines préfectures, parce que le ministre a estimé qu'il était important de publier le robot. Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Les examens entrés dans la 7e année sont au niveau préfectoral, au niveau communal. Le BPC, c'est au niveau régional, et c'est le baccalauréat qui est au niveau national. C'est le baccalauréat qui est national. Vous comprenez? Et la proposition des résultats du baccalauréat, on n'a pas programmé une partie, c'est une partie, c'est programmé de façon nationale. Maintenant, chaque préfecture, c'est la préfecture qui gère, qui corrige et qui publie ses résultats. Et si on a estimé qu'il y a 6 préfectures où nous avons douté sur la façon de la correction, on a demandé à ce que la correction soit reprise par une partie. Je pense que ça, c'est de bonne foi. C'est de bonne foi du ministre parce qu'il veut s'assurer que d'abord tous les enfants de la Guinée ont la même chance de réussite, parce que si les personnes ont cherché à gonfler les résultats par rapport au détriment des préfectures, je pense qu'il est sa responsabilité de demander à ce qu'on attende pour la publication de ces résultats-là jusqu'à ce qu'il a confié la correction de ces couples à d'autres personnes qui ont posé et qui ont publié les résultats. Et bien, oui, il y avait une différence entre les résultats qui ont été annoncés par ces localités-là et les résultats qui ont été publiés. Et après, il n'y a pas eu de publication de résultats partiels, mais il était important pour nous d'examiner et de voir vraiment la sincérité des résultats qui ont été fournis et éventuellement est-ce que les détecteurs de métaux vont encore continuer à être utilisés dans les centres PCR, et est-ce qu'il y a d'autres mesures supplémentaires en termes d'innovation qui sont aussi prévues pour vraiment cerner correctement ces événements? Oui, je veux vous dire que ce qui est plus important, c'est la prise de conscience. Lorsque les gens prennent conscience que lorsqu'il empêche les enfants à couper, c'est pas que je veux pas dire qu'il est méchant envers les enfants, là. Il a l'air de faire correctement son travail. Je pense que ça, c'est plus que commander des détecteurs de métaux, parce que quels que soient les détecteurs de métaux que vous commandez, si les surveillants eux-mêmes n'ont pas fait une prise de conscience, ces détecteurs seront utilisés, c'est en fait, on est là des enseignants, nos formateurs, hein, et il y a d'autres qui n'arrivent pas à s'inscrire dans la logique citoyenne jusqu'à ce qu'ils accompagnent des élèves pour faire. Parce que moi je suis explorateur. Les examens m'ont trouvé ici dans les villages reculés de la Guinée. On sait comment ça se passe deux fois, où les collectivités, les parents des élèves, les délégués qui vont là-bas, comment ils s'associent pour traiter des sujets distribués dans les salles de classe. Ça, c'était avant. Ça, c'était des pratiques qui se faisaient avant. Oui. Et j'avoue qu'on a depuis 2022 les examens. Oui. C'est des pratiques qui ont drastiquement baissé. Je ne peux pas dire que il n'y a pas de souci. Nous rassurons parce que notre objectif, c'est d'aller vers des examens où il n'y a pas de fraude. Mais une fois encore, il n'y a pas d'examen sans fraude. Mais une fois encore, je peux vous garantir qu'il n'y a pas une fraude généralisée, il n'y a pas une fraude systémique, parce qu'aujourd'hui, on a réussi à sensibiliser et tous les acteurs déjà sont impliqués dans le processus et les gens sont conscients que lorsque nous organisons des bons examens avec moins de fraude, cela va encourager non seulement les élèves à redoubler encore davantage d'efforts pour pouvoir bien étudier. Parce que vous avez remarqué, lorsqu'on publie les résultats en 2022, automatiquement, les élèves ont commencé des affaires de cours de vacances avant même les vacances. Avant même que les vacances ne commencent. Parce qu'ils ont compris que si vous n'avez pas de bonne formation, vous ne pouvez pas en arracher. Et ça pousse la plupart. Bon, pour les examens, je pense qu'il y a un service qui est responsable des examens. Donc, ils viendront vous donner suffisamment d'informations. Voilà, 49, ils viendront vous donner suffisamment d'informations par rapport aux dispositifs qui sont mis en place. C'est clair. Aujourd'hui, le dispositif
qu'on a mis en place la digitalisation au niveau du système, au niveau des l'inscription au niveau des examens. Ça nous a permis non seulement de réduire beaucoup de candidats fictifs. Il y avait des candidats fictifs et qui comprennent même les chiffres même au niveau des cas de substitution. Des substitutions et le cas même des candidats qui ne veulent pas, vous allez voir un candidat qui n'a pas par exemple le brevet, il n'a pas le brevet, il vient n'a pas le brevet, mais il part en classe, il part en 9e, il continue en terminale et il réussit à négocier pour s'inscrire sur la liste. Aujourd'hui, comme M. me dit, tous les diplômes de brevet sont déjà perpétués dans le système informatique. Vous n'avez aucune possibilité pour ceux qui n'ont pas le brevet de partir s'inscrire pour le bac. Et vous n'avez aucune possibilité pour celui qui n'a pas l'examen d'entrée en système de partir s'inscrire pour le BBC. Donc ça, c'est un acquis et ça permet aujourd'hui aux élèves vraiment de rester, s'ils ne sont pas admis aux examens, de reprendre la classe pour qu'ils soient admis. Voilà, merci, ça c'est une très bonne chose. En une phrase, aujourd'hui les attentes, vu que les îles sont presque de l'autre côté, ont les mêmes réalités, notamment les attentes de ces localités vis-à-vis du projet Simandou, rapidement parce que le temps... Ok, et par rapport aux attentes, M. Camara, d'abord, peut-être qu'aujourd'hui, Mafélénia, c'est la jeune maman qui est beaucoup plus impactée socialement, parce qu'il y a beaucoup de personnes à Mafélénia. Il y a une influence qui fait que l'insécurité s'impose là-bas, et les collectivités sont perdues. Et donc, tous les travailleurs, quand en fait un travailleur recruté dans le projet au niveau de la jeune portière, en fait, il y a un contrat de bus, quoi. Donc, il y a les bus qui transportent ces travailleurs de Mafélénia à Sengue, les Sengue Mafélénia. Aujourd'hui, même les bus là, la collectivité avait demandé une taxe de stationnement de ces bus, c'est en cours de négociation, et qui se garde n'importe comment. Il y a aussi un marché hebdomadaire là-bas qui est tout rempli. Le marché est prévu pour ça commence les vendredis. Très bien, ça. Les vendredis dans l'après-midi. Voilà, dimanche, vu que la journée est sollicitée, le marché commence à partir de vendredi jusqu'à samedi. Donc, ils sont en train de voir un peu la sécurité routière aussi par rapport à ça. C'est pour délocaliser? Non, le marché déjà, l'Anafrique a construit un nouveau marché, mais là-bas, vous voyez, mais vu que la route, en fait, c'est comme vous le savez, les femmes vont s'asseoir un peu partout, il y a des camions qui passent, des gros camions, des bus. Oui, mais ils refusent d'aller là-bas, c'est ça? En fait, la population est plus que le marché. En fait, c'était même pas prévu. Vous voyez, du côté des campagnes, du côté des campagnes, des attentes, c'est pas jusqu'à exemple par rapport à ça. Maintenant, la ceinture qui est prévue aussi, parce que à Kakosa a environ 30 000 hectares de zones agricoles. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité est partie dans l'eau. C'est parti dans l'eau. Donc aujourd'hui, Kakosa est en train de faire les démarches, de solliciter auprès de l'État, des institutions, mais également auprès de ces entreprises-là pour faire une ceinture pour ces zones-là, pour pouvoir vraiment sauver Kakosa. On va vous inviter prochainement parce que là, vous êtes un spécialiste des questions de développement durable, mais également de environnemental. On va souvent vous inviter pour en parler. Inch'Allah, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes M. Camara Ibrahima Morsiré, manager en développement durable et la responsabilité sociale des entreprises, spécialiste des questions environnementales. Vous êtes géologue et formateur DG du cabinet expert GEL et vous avez pas mal d'expertise et de formation en votre compte. Monsieur Gadiri, une phrase pour terminer parce que le temps. Ce que je veux dire, c'est d'abord inviter l'ensemble des enseignants en République de Guinée de répondre massivement au mouvement de soutien des actions du président de la République le 21 avril 2025. Organisé et initié par les enseignants et à la tête du ministre Jean-Paul Sidi. Donc, ça sera au palais du peuple et dans les nous allons demander la facture à monsieur le ministre. Voilà, donc... Merci. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général par intérim de la formation continue du personnel enseignant et le bureau se trouve à l'UNIRAP, au bloc de l'UNIRAP de Donka. Merci d'être passé et merci de la disponibilité aujourd'hui. Sincèrement, nous vous remercions au nom de la direction de l'ensemble du personnel de la RTG. Merci à toute l'équipe technique et à mes deux réalisatrices, Adi Bamara et pourquoi pas Moussieba et pourquoi pas à mes cadres. Une fois encore, à vous, téléspectateurs, qui souffrez vraiment de nous regarder sur la lumière de la télévision nationale. Je vous donne rendez-vous le lundi avec
avec votre invité si tout va bien. Dans un court instant, le journal de 13h avec CR. Une fois encore, passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.